Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Col Roulé. Nous accueillons aujourd'hui un ancien militaire. Il a été ancien combattant en opération extérieure. Il est devenu journaliste sur la première chaîne d'information en France. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Olivier. Bonjour Mickaël. Merci de venir sur Col Roulé, ce média. Merci à toi de m'accueillir. On a voulu ce média pour mettre en avant des personnalités souvent dans l'ombre. Alors toi, en l'occurrence, tu es dans la lumière, on va dire, sur CNews chaque semaine. On inverse un peu les rôles, parce que c'est vrai que tu es amené parfois à m'interroger dans d'autres fonctions. On se voit souvent le week-end, effectivement. Exactement, une fois par semaine. Et voilà, ce média a été voulu, a été pensé pour mettre tous nos partenaires associatifs et ces personnalités engagées. Et tu as un parcours en plus qui est un peu hors du commun, où les gens ne le savent pas. Au-delà d'être sur CNews toutes les semaines, donc la première chaîne d'information en France, tu as été militaire. Exactement. Tu as un parcours vraiment inspirant que les Français ne connaissent pas et que je ne connais pas, donc je vais aussi découvrir un petit peu durant ce temps du direct, dans les conditions du direct, ton parcours, savoir un peu où tu as grandi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir militaire et les choix de ton engagement, parce que l'association, pour ce petit préambule, apporte à notre petit niveau, notamment pour la cause des orphelins, des veuves et blessés de guerre. Donc c'était évidemment du bon sens de t'accueillir et découvrir un peu ton parcours. Un grand merci une nouvelle fois, Mickaël, de m'accueillir sur ce podcast Col Roulé, qui, j'en suis sûr, a déjà un formidable succès. Donc c'est un véritable honneur pour moi. Merci à toi. En face de toi. Où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, j'ai grandi à Nantes. Donc en Loire-Atlantique, certains diront que c'est la Bretagne, d'autres non, on n'est pas là pour en débattre. Donc j'ai grandi à Nantes, jeunesse heureuse, dernier d'une fratrie de 4, j'ai 3 sœurs aînées. Jeunesse dans une ville de province où eh bien, la vie était douce finalement. Nantes, c'était une ville absolument formidable à l'époque. Et puis le week-end, souvent, on partait en Bretagne, bien évidemment, parce que je ne peux pas le cacher, j'ai un nom breton, à Dinard notamment, tu vois, où j'allais régulièrement pendant les vacances. Donc vie tout à fait tranquille, des parents extraordinaires, une vie pleine d'amour, voilà, la vie d'un jeune petit garçon français dans une ville de province. Donc on est en quelle année ? On est en 79, donc années 80. Moi, je grandis dans les années 80. Avant que Mitterrand... Alors, Mitterrand arrive en 81. Je ne me souviens pas de l'élection, mais on en a beaucoup parlé chez nous. Ça vous a marqué. Les déjeuners du dimanche, je me souviens, entre... mon grand-père qui venait à la maison, voilà, ça a été difficile dans certaines familles françaises, cette élection de François Mitterrand. Ouais. C'est sûr. Et donc, t'as grandi, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie ? Alors, mon père était directeur commercial dans une entreprise de peinture, tapisserie, voilà, il a fait tout un tas de choses. Après avoir monté un peu partout en France des supérettes qui s'appelaient Kodak. Alors, ça n'existe plus. Voilà, il est notamment parti en Corse. Donc il était entrepreneur aussi. Il était entrepreneur, exactement. Donc après avoir fait un passage à l'armée. Ton papa est passé à l'armée pendant 2 ans. Il a fait la guerre d'Algérie notamment. Donc moment qui l'a assez marqué. Il nous en parlait assez peu. Quelques anecdotes ici et là. Mais il en a gardé une filleule puisqu'il a sauvé la vie quand il était là-bas, il a sauvé la vie d'un autre soldat. Et bien pour le remercier, il a demandé à mon père si son enfant au retour de la guerre pouvait être sa filleule, et mon père a donc accepté, et ça a été finalement un peu les premières interrogations sur cette armée, ce lieu, sur la guerre, qu'est-ce que c'est, puisque j'avais vu une fraternité d'armes, puisque c'était vraiment 2 hommes totalement différents, mais qui avaient vécu la même chose. Je m'interrogeais à cette époque, je disais, parce que je voyais ce monsieur qui était un monsieur formidable et qui était... lui, il était homme de ménage. Donc et je voyais bien qu'il y avait... moi, j'avais la chance de grandir dans une famille, dans une bourgeoisie de province, si vous voulez, voilà. Et il y avait cette amitié très forte avec cet homme qui venait d'un milieu plus ouvrier, finalement. Et malgré tout, il y avait un lien très, très fort entre mon père et cet homme. Et c'est là où je trouvais ça bien. Je me suis dit, tiens, et mon père parlait vraiment avec parlait à tout le monde. Il était assez formidable pour ça. Et ta maman ? Et ma mère était au foyer. Elle a commencé voilà. Très investie dans l'éducation. Très investie dans l'éducation. Mais c'était l'époque où les mères pouvaient rester à la maison. C'est plus difficile aujourd'hui. À cette époque-là, c'était davantage. C'était une autre culture. Et est-ce que quelque part, c'est l'exemple de ce papa militaire qui toi aussi t'a donné envie, quelques années plus tard, de rentrer dans les rangs ? Alors exactement. Il y a eu également mon grand-père qui lui a fait
la Première Guerre mondiale, 14-18. Et il a eu donc à ce moment-là une reconnaissance, ce qu'on appelle la Croix de guerre, me semble-t-il, si je ne dis pas de distinction. Voilà. Et donc qui était chez nous sur notre mur. Moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Et donc ensuite, en 39-45, il a voulu se réengager. Il ne pouvait pas parce qu'il était blessé. Et donc à ce moment-là, il a monté. Donc il était à la tête d'un réseau de résistants en Loire-Atlantique. Ton grand-père. Mon grand-père. Et mon père me raconte régulièrement, il me dit, je me souviens très bien quand j'étais petit, un jour, des gens venaient, puisqu'il cachait aussi des gens venaient, et mon père me souvient, j'étais tout petit, et je vois mon père arriver, viens avec moi, et ils ont été chercher des armes pour les balancer dans un étang, et les Allemands arrivaient. Et ça, mon père me le raconte, nous racontait ce genre d'anecdote, ou alors quand avec son frère, ils avaient des petits lance-pierres qui se confectionnaient, et quand ils voyaient l'armée allemande voler au-dessus de chez eux, ils étaient réfugiés à la campagne, ils tiraient sur les avions allemands avec comment dirais-je, ce petit lance-pierre confectionné quelques minutes plus tôt. Voilà, donc c'est ce que je retiens de mon père aussi, ce sont ces souvenirs-là, et de mon grand-père que j'ai pas connu puisqu'il est mort 6 mois après ma naissance. Voilà, donc c'est des souvenirs quand même qui marquent une famille et qui ça reste ancré, pas dans l'ADN, mais je veux dire vraiment dans les gènes de la famille. Fondamentalement. Une mémoire collective familiale. Fondamentalement, parce que finalement, ça forge un homme. Quand on a des exemples comme ça, mon père était assez taiseux. Il m'a pas dit forcément, tu feras ci, tu feras ça, mais par l'exemplarité, par le parcours, il m'a dit voilà où il faut aller. J'ai compris où il fallait aller. Et donc, c'est en creusant derrière, en comprenant qui était mon grand-père, qui était mon père, ce qu'ils avaient fait. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de tout finalement, c'était ce drapeau, l'amour du pays, l'amour de la France, et que pour ce drapeau, c'est pas forcément une personne, c'est pas un président qui va finalement incarner un pays, c'est vraiment le drapeau, la France. Je vois avec mon grand-père, il s'est battu en 14-18 sous Pétain, il devient résistant ensuite. Et surtout, il survit. Il survit. Dans la Première Guerre mondiale. Et dans la ville, le village, peut-être ton nom de Garnvlek, c'est aussi quelque chose qui reste. Alors c'est dans le Finistère effectivement. Il y a malheureusement à cette époque assez peu on n'avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, appareils photo. On a quelques photos encore qui nous sont parvenues, quelques souvenirs. J'ai un de mes cousins qui fait ce travail-là de recherche justement, puisque c'est beaucoup qui arrive, qui porte le même nom de famille et qui arrive à chercher, à se renseigner. C'est très intéressant. Via la télé, j'ai un neveu de mon grand-père qui m'a recontacté. Puisqu'il m'a dit voilà, j'ai perdu après la Seconde Guerre mondiale, j'ai perdu de vue ton grand-père, moi j'ai été obligé de partir à tel endroit. Il ne pouvait pas reprendre contact ensuite. C'était ça qui est incroyable et qu'on ne comprend pas aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de téléphone. Il y a la guerre qui a déchiré des familles, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et parfois des membres de la même famille, c'est ce qui s'est passé, ne se sont plus jamais revus. Et d'ailleurs, c'était assez émouvant parce que il est à Paris, il me demande, mais j'espère qu'avec ton grand-père, il n'a jamais été fâché contre nous, puisqu'on ne s'est jamais revus. Donc il y a plein d'interrogations derrière. Il y a des silences de famille. Il y a des silences de famille, et ce n'était pas du tout le cas. C'est que la guerre, lui était parti dans le centre de la France, il a ensuite été à Paris, mon grand-père était resté en Bretagne, et très très marqué par la guerre, par ces deux guerres. C'est devenu un homme beaucoup plus taiseux et très solitaire par la suite. Et est-ce que quelque part, d'avoir dans sa propre famille ces symboles, alors vivants non parce que tu les as pas connus, enfin il est décédé avant ta naissance, mais de savoir dans ta propre famille que tu as un peu ces héros de la nation, la croix de guerre, enfin ces symboles aussi prestigieux, est-ce que tu c'est pas comme une mission pour toi de te dire j'ai aussi une mission et ma part à donner au pays? Est-ce que c'est comme ça que ça arrive Tu parles de la notion de service, exactement. C'était d'ailleurs assez jeune en seconde, c'était quasiment une évidence. Okay. C'était quasiment une évidence. La question qui se posait, c'était quelle arme, quel parcours, pour combien de temps. Mais c'était déjà à ce moment-là le service. Jacques Chirac avait donc aboli le service militaire. Mais pour moi, cette question, l'année d'ailleurs où je devais le faire, mais la question effectivement ne se posait pas. C'était une évidence, du bon sens. Servir son pays d'une manière ou d'une autre. Et puis, quand t'es jeune, t'es un peu gaillard, t'aimes faire le sport, t'aimes sportif. T'aimes le sport. Voilà, j'étais assez sportif. Et j'aimais aussi la vie civile. Et donc, j'ai choisi la gendarmerie. Une institution militaire, mais également au contact des civils,
puisque c'est le propre un peu de la gendarmerie. Et donc à ce moment-là, ça m'allait. J'ai passé un concours de sous-officier. Alors j'avais en tête de passer celui d'officier. Mon père m'a dit, écoute, c'est bien aussi parfois de commencer par la base. Puisque moi, je voyais aussi le prestige, grandes écoles militaires. J'avais en tête Saint-Cyr, par exemple. Et puis, il m'a dit, mais c'était là encore une autre époque. Je pense que si c'était à refaire, je la jouerais différemment. Il m'a dit, écoute, passe par le rang, passe comme sous-officier, tu vas mettre les mains dans le cambouis, tu vas rencontrer les gens. Il avait et la connaissance. Et tu grimperas, je n'ai aucun doute. Il m'a dit, j'ai aucun doute, tu y arriveras. Donc il avait toute confiance et pourtant je doutais. Mais c'est comme ça que ce premier choix après le bac, après une inscription à la fac de droit, mais bon, c'est comment ça se passe à ce moment-là, on n'y va pas trop. Et puis donc assez rapidement, voilà, je m'engage au sein de la gendarmerie, très jeune d'ailleurs. J'étais l'un des plus jeunes quand j'arrive au sein de mon unité. Donc en tant que sous-officier, dans une unité de gendarmerie mobile. Donc ce sont ces unités qu'on pourrait comparer assez grossièrement aux compagnies républicaines de sécurité, aux CRS. Avec cette différence qu'ils sont envoyés en opération extérieure, puisqu'ils ont le statut de militaire, et d'où ces OPEX que j'ai pu faire lorsque j'étais Est-ce que les OPEX, les opérations extérieures, c'est quelque chose que tu recherchais ou que ça t'est tombé dessus C'était l'action, bien évidemment, tu t'engages dans ce type d'unité pour que ça bouge, pour avoir du pays, pour vivre la camaraderie, parce que ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement fort, et pour la cohésion nationale, moi ça m'a profondément marqué encore, c'est-à-dire que les soldats avec qui j'étais en Côte d'Ivoire, avec qui je suis parti à La Réunion, en Corse, ou même des missions sur le territoire national, encore aujourd'hui, on se voit, on s'appelle. Et si je les ai pas vus depuis 15 ans, 20 ans, si on se revoit, c'est comme un frère. Donc le mot fraternité qui est dans notre devise, il a vraiment tout son sens. Et pourtant, on a des parcours, on a des chemins de vie tous ultra différents. Et c'est pour ça que la France est un magnifique pays, et c'est pour ça que cette institution est absolument magnifique, parce que tu rencontres des gens, tu vis des choses, et tu donnes de ton temps pour ton drapeau, pour ton pays. Et je trouve que c'est une valeur absolument formidable, qui peut-être est un peu oubliée aujourd'hui. Oui, ça pourrait être aussi un ingrédient pour beaucoup de problèmes et d'enjeux sociaux aujourd'hui. Est-ce que tu t'attendais à voir cette camaraderie et cette fraternité au sein de l'armée, ou tu l'as découvert vraiment en rentrant dans les rangs ? Alors, je m'y attendais. Je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient jouer très fortes entre les citoyens qui s'engageaient, puisque mon père l'avait lui-même vécu. Néanmoins, le vivre aussi fortement, non, je ne pouvais pas m'imaginer. T'avais 18 ans, J'étais un peu plus âgé, j'avais 20 ans. Célibataire, pas d'enfant. Célibataire, pas d'enfant, pas de petite copine à cette époque-là. Pas encore. Et le goût de l'aventure, l'envie de rouler sa bosse, l'envie de... il y avait un peu Smith, je reviens de mission, je m'accoude au comptoir et je raconte ma guerre. Il y avait un peu ce mythe-là, voilà, qu'on pouvait lire dans des romans à l'époque. Ouais. Donc c'est quoi la première OPEX ? C'est quoi la première mission Alors, je suis affecté dans une unité qui était à Maison-Alfort, donc pas très loin. Et mon premier déplacement, c'est à La Réunion. Donc, quelque chose de plutôt sympathique. C'était du renfort sur place, il y avait quelques conflits sociaux, mais voilà, on faisait beaucoup de sport, découverte de l'île, service, mais c'était tout à fait cool. On faisait des missions un peu plus chaudes ici en France, okay. Notamment dans les banlieues, des renforts, de l'interpellation judiciaire le matin à 6h du mat quand tu vois, ça faisait partie des missions. Voilà, les mecs qui déboulent à 6h du mat, t'as les gaillards qui défoncent la porte et puis tu vas chercher le dealer ou le voyou, le délinquant ou le criminel et tu le remets à l'officier de police judiciaire. On faisait ce type de mission ici. On faisait aussi du maintien de l'ordre lors de gros événements, notamment à Paris. Voilà, il y a tout un tas de missions assez peu connues. On s'imagine pas que dans un escadron de gendarmerie mobile, on a autant de missions qui nous sont proposées. Et puis des missions marquantes. La première, je ne sais pas si tu te souviens de cette Sarko-parade. Nicolas Sarkozy avait accepté qu'une énorme, comment ils appellent ça comment là, une teuf, une rêve party. Rêve party ait lieu dans le sud de la France. Et donc on avait été dépêchés sur place, c'était lunaire. C'était absolument lunaire, c'est-à-dire que le procureur de la République nous dit, bon, vous contrôlez tout le monde dès le départ.
saisie de drogue. Sauf qu'au bout de 20 minutes, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les voitures arrêtées, tu avais de la drogue. Toutes les cellules de garde à vue étaient pleines à craquer. Donc, changement d'ordre. Écoutez, on laisse faire. Le but de la manœuvre, pas de violence, pas de mort. Et donc, toute la nuit, on regardait si tout se passait bien dans une espèce... C'était incroyable. C'est-à-dire que quand tu vois de l'espèce de musique tech à fond avec des gens sous drogue, sous stup, c'était... Je me souviens de ce retour, on s'est dit, c'était l'enfer sur Terre. Oh là là. C'était des visages, tu sais, complètement Défoncés. allumés. Voilà, bon, ça, c'était l'une de mes missions assez marquantes. Et puis ensuite, on part... Alors, c'est marrant, je ne sais plus si on part en Corse après ou en Côte d'Ivoire avant. On part en Corse après. Là aussi, tu as des rotations régulières. Et c'est quoi les missions en Corse ? La mission en Corse, nous, on était à Evisa. C'était dans les hauteurs de la Corse, pas très loin de Vico. C'était le fief, d'ailleurs, à l'époque de Colonna. La famille Colonna. Et il y avait une maison qu'il fallait garder. Donc, on était 6. Et on gardait cette maison au cœur d'un tout petit village qui pouvait effectivement... qui était une maison qui appartenait à la gendarmerie, qui était vide, mais qui pouvait se faire se sauter. Donc on avait notamment cette mission, on était 6, on se relayait. Et puis à côté de ça, la mission de renseignement régulière, tu vois, que tu fais comme tous les gendarmes finalement sur le territoire, ce qui a été compliqué, puisque au bout de 24 heures, tout le monde savait qui on était, donc ça a été vite vu. Oui, voilà. Tu étais repéré. Voilà. Tu peux boire de l'eau. Hein. Je parle beaucoup là, non ? C'est intéressant parce que je me remémore tous ces souvenirs. Non, parce que justement, c'est une discussion. Je me livre assez peu. C'est une discussion comme ça. C'est pour ça qu'on a voulu aussi des longs formats. C'est pour avoir le temps de prendre le temps de raconter et de comprendre aussi le fil conducteur qui amène à tes engagements et aussi de savoir, même tu vois par exemple sur ce que tu me parlais des opérations extérieures en métropole ou outre-mer ou en Corse, où est-ce que tu te sentais le plus utile dans ton engagement ? Tu te sens le plus utile quand tu as des personnes en détresse qui t'appellent et que tu viens sauver quelque part. Et que lorsque tu arrives, ta simple présence, lorsque on était tous ensemble et qu'on arrivait et qu'une personne était en train de soit de se faire agresser, soit en train de se faire emmerder par tel ou tel voyou, le simple fait de rassurer, ils arrivent, voilà, là tu te sens fondamentalement utile. Quand tu sers un type, parce qu'il y avait beaucoup dans les banlieues, il y avait beaucoup, ça commençait, c'était pas comme maintenant, hein. Il n'y avait pas autant de trafic de drogue, mais ça commençait. Donc on allait les courser, on allait les chercher. Quand tu te rendais compte que le gamin, il allait très très mal tourner, que tu pouvais échanger 2-3 mots, dis peut-être que j'ai peut-être été utile à ce moment-là pour lui dire écoute, tu déconnes, tu vas manger ou pas d'ailleurs, puisque parfois la justice est assez clémente, mais voilà, peut-être que ça peut te remettre dans le droit chemin ou pas. Là, tu te sens utile. Et quand donc ça c'était sur le territoire français. Ouais. Et à quel moment arrive la première opération extérieure en dehors de la France ? Alors ça, on nous appelle c'était en septembre 2003. Mon commandant d'unité de l'époque, qui était un homme absolument extraordinaire, avec qui je suis toujours en lien, nous dit écoutez, on va partir en OPEX en Côte d'Ivoire. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire, c'est très très chaud. Il y a les rebelles qui sont descendus, qui veulent prendre Abidjan. La situation est ultra tendue, tentative de coup d'État. Mais pour cela, il faut notre unité va être notée, va être préparée. Et si on est à niveau, on fait partie des escadrons potentiellement projectables. Et il se trouve qu'on part au centre d'entraînement national des forces de gendarmerie qui se trouve à Saint-Astier et qui à l'époque est commandé par qui ? Le général Bertrand Cavalier, que je retrouve aujourd'hui sur mes plateaux. C'est ça qui est extraordinaire. Énorme. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Qui maintenant est correspondant défense et qui est invité régulier. Et c'était le général qui commandait cette unité et qui m'a préparé, m'a formé, m'a noté avant de partir en Côte d'Ivoire. Et donc là, on part 15 jours. On avait un commandant d'unité qui était un véritable meneur d'hommes, un type mais extraordinaire.
Donc quand tu as des types qui sont fabuleux et qui sont des vrais meneurs d'hommes, tu les suis, tu vas n'importe où, il n'y a pas de problème. Donc c'était assez logique que notre unité excelle pendant ces tests. C'est toute l'unité qui est notée, et donc on sait très rapidement qu'on va partir en Côte d'Ivoire. Et on part en Côte d'Ivoire au mois de décembre. Et là, je me souviens, on décolle, il neige à Paris, et on arrive quelques heures plus tard, une chaleur. Ah ouais, canicule. Je me souviens de cette sensation, tu sais, de grosse chaleur humide. Et dans un pays, dans une culture, je suis hyper jeune. Donc moi, à part la Bretagne, à part Paris, où pour moi Paris c'est Disneyland, mais voilà, j'ai rien fait d'autre. Et là, je vois un pays, une culture que je ne connais pas. Petit choc au début. On a un temps d'adaptation. On s'installe, on est 4 pelotons, chacun a sa mission, protection de l'ambassadeur, l'autre protection de l'ambassade. Donc ça c'était le rôle moi j'étais à la protection de l'ambassade. Un autre, je ne sais plus précisément, tu vois, chaque unité avait sa mission. Et donc on s'installe là-bas en Côte d'Ivoire. Et tu prends une culture différente et dans un contexte de guerre. Donc tout ça, c'est quand même un climat assez lourd. Et tu vis de quoi, du coup, à l'ambassade? Et nous, on vit à l'ambassade. Tu vis à l'ambassade. Nous, on a des pioles à l'ambassade, on dort à l'ambassade, on fait la surveillance de l'ambassade, plus quelques petites missions annexes. Ok. Tu vois, moi, je partais former les légionnaires qui étaient tout au nord de la Côte d'Ivoire. Là encore, avec des images qui me restent en tête, c'est-à-dire l'hélicoptère, donc territoire de guerre, l'hélicoptère, tu voles au-dessus de la savane, t'arrives... Basse altitude, voilà, t'arrives très rapidement parce que tu sais que tu peux te faire tirer dessus, tu t'équipes, j'arrive dans un camp de légionnaires au milieu de nulle part, les types ils avaient construit une ville, c'était incroyable avec des bouts de bois, ils avaient fait un travail remarquable et eux étaient vraiment à la frontière. Et puis il y avait une nouvelle arme en dotation et on m'avait dit bah tiens tu vas leur montrer comment ça marche en quelque sorte. Voilà, il y avait quelques petites missions annexes, mais sinon on était vraiment affecté à l'ambassade de France. Et il se trouve que pendant cette période-là, quand c'est calme, c'est calme. Bon, c'était aussi le moment de la chasse au blanc, ce qu'on a appelé la chasse au blanc. Donc c'était assez compliqué de sortir. Pour la petite anecdote, un après-midi avec un pote, on se dit bah tiens, on va faire un petit tour dans Abidjan. Et puis on entend, tu sais, ces bruits d'une foule un petit peu comme dans un match de foot, une acclamation. On fait pas trop attention, puis on se retourne, on voit 500 mecs courir. Certains qui brandissaient des machettes, on se regarde, on dit ça, à mon avis, c'est pour nous. Et donc on trace, on était à 100 mètres de l'ambassade. Et là on trace et on rentre, voilà, c'était ce genre de petites anecdotes. Mais je découvre là-bas le métier de journaliste. C'est-à-dire que très régulièrement, des journalistes du Figaro, du Monde, des correspondants venaient, voilà, ils avaient des... Et ça m'a tout de suite intrigué. Je me dis, mais que font-ils? Alors, ils avaient des... Puis, je lisais la presse, je regardais et je voyais qu'il y avait des informations que nous, on n'avait pas et qui sortaient dans la presse. Je me dis, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. Et donc, voilà, ça m'a... Assez rapidement, ce métier m'a intrigué. Mais à ce moment-là, c'est un métier que je ne connaissais pas, finalement. Mais à ce moment-là, je me pose la question, mais je ne me dis pas, je vais changer de voie. Arrive, alors, si ma mémoire est bonne, le 7 juin 2004... cette journée finalement qui a été un tournant. Un tournant parce que il fait très chaud, on est à l'ambassade, une atmosphère d'un calme encore jamais vu. Je me souviens très bien de me dire, je sors de ma sieste, parce qu'il fait très chaud, donc je sors de ma sieste, j'étais en t-shirt avec un pantalon à poche, là, j'étais pas censé travailler ce jour-là, tu vois, on a des rotations de jours de repos. Je me dis je vais aller prendre un petit café dans la cour de l'ambassade et puis une atmosphère très calme et puis je comprends pas, je vois on était également avec deux hommes du renseignement, donc 2 militaires qui faisaient du renseignement et plus un attaché militaire, et je vois cet attaché militaire qui est un colonel courir, il dit tous à vos postes. Je ne comprends pas, puisqu'on avait des consignes, c'est-à-dire en cas d'attaque chacun savait ce qu'il avait à faire. Chacun ce qu'il avait où aller chercher son armement, et tous à vos postes. Alors je dis merde, je comprends pas. Et puis là je vois une espèce de boule de feu devant moi, 1, 2, c'était des pneus qui brûlaient en fait.
Et donc, l'ambassade se fait prendre à partie par les patriotes, donc opposants à l'époque à Gbagbo, et qui en veulent à la France. Donc, on est dans un contexte de chasse au blanc, et on apprend dans le même temps, tout va très vite, mais tu rentres en mode automatisme, c'est-à-dire qu'on va percevoir l'armement tout de suite. Moi, j'étais sur le toit. Ma mission, c'était pour moi de tirer ce qu'ils appelaient des grenades lacrymogènes, des grenades lacrymogènes, grenades défensives également. Et donc, je me mets à mon poste avec Michel. Je me souviens qui était là, qui me filait les grenades. Alors, un camarade, ouais. soldat. C'est Michel. Et qui était plus ancien. Et donc, il avait la radio à côté. Et j'entends dans le même temps, on entend à la radio que des Français, des expats se font agresser, qui ne peuvent pas pénétrer dans le quartier de l'ambassade, qui sont en train de se faire agresser sur le pont Charles de Gaulle. Et donc ça démarre. Et là, j'écoute les ordres. Tu vises là, tu vises là, tu vises là. T'entends à la radio. L'ambassadeur, dont le nom m'échappe, mais je vais le retrouver, il a un nom c'est un breton, donc, est au téléphone avec Chirac à l'époque. Et donc Chirac va appeler ensuite le président ivoirien, mais c'est une atmosphère assez dingue. Et à un moment donné, j'entends Finex, fin de l'opération. J'ai eu le sentiment qu'il y avait eu 2 minutes de passé. 2 minutes. Je regarde le ciel, j'ai cette image, mais je te dis, qui est restée gravée encore en moi. Je regarde le ciel, un ciel bleu magnifique. Je regarde autour de moi. Tout était pété. Tout était défoncé. Mon Michel derrière qui me dit on a tiré, je sais pas combien de. Voilà, on avait. Tout le stock. On avait pas quasiment tout le stock. Et là, j'ai une espèce de. Je me dis j'arrête. C'est fini. Ça y est. J'ai défendu l'ambassade de France, j'ai défendu les gens qui étaient... voilà. Et il faisait très très chaud, et il y a quelque chose... Alors je ne sais pas si c'est un sentiment positif, un sentiment négatif, je ne peux même pas encore le décrire aujourd'hui, mais à ce moment-là, je sais que que j'ai vécu quelque chose... alors, fort, mais absolument rien par rapport à ce que vivront plus tard en Afghan les soldats qui sont partis, absolument rien à voir avec ce que vivent en ce moment d'autres armées dans le monde. Mais ça restait costaud, mais rien à voir avec ça s'est durci malheureusement ensuite sur les autres théâtres d'opérations extérieures. Et donc on descend. T'as notre commandant d'unité qui dit allez, on se pose, on boit un coup, tu vois, on avait super chaud. Et là, grand silence. C'est vraiment assez étrange. Et l'opération extérieure se termine. Il y a eu ensuite, c'était le 7 juin, ça a continué. Il y avait eu après pas mal de... On a des commandos, des commandos qui étaient passés, parce qu'il y avait la découverte d'un charnier, des types taillés par l'aventure, des bras comme ça. Alors on nous dit, tiens, il y a des médecins qui viennent. Et puis je vois le matin ces fameux médecins qui font des pompes et tout. Et assez rapidement, on s'aperçoit que ce sont des commandos. Et les médecins, c'était une couverture, pour la petite parenthèse. Voilà. Et donc je rentre à Paris. Je quitte cette culture, je quitte cette chaleur, je quitte cette atmosphère de guerre. Je reviens à Paris. Et là, une espèce de... Comment dirais-je ? Coup de blues, peut-être. Tu vis, tu as une espèce d'adrénaline, tu reviens dans ton quotidien, tu as envie de raconter des choses, et puis tu retrouves tes potes du civil qui sont un peu en décalage, et tu te dis, est-ce que moi j'ai loupé des trucs ? Est-ce que ce sont eux qui ont loupé des trucs ? Voilà, moment de doute. Et il se trouve que là, mon commandant d'unité dit, écoute, je t'ai inscrit pour passer le concours d'officier. Donc, je devais aller voir le colonel qui dirigeait toute la région pour effectivement voir avec lui un peu un oral de motivation. Mais là, j'ai déjà pris ma décision, mais j'ose pas. J'ai peur. J'ai envie d'être journaliste, mais j'ose pas. On va me prendre pour un fou. Je sais pas, changer de voie, mais c'est risqué. Pourquoi faire ? Donc, grosse période de doute. Et puis, j'en parle à mon commandant d'unité qui me dit, écoute, tu prends un congé sans solde. Si tu as besoin de revenir, tu reviens ensuite. Mais il le comprend tout à fait. Il entend. Il voit bien qu'il faut que j'ai vu ce que j'avais eu envie de voir. C'est plus le même. Et voilà, j'avais vu ce que j'avais envie de voir. Je me voyais pas
continuer, je savais pas si je voulais. Et t'as quel âge à ce moment-là? Je suis assez jeune, hein, j'ai 26 ans, 25 ans. Donc à 26 ans, 25 ans, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que déjà tu as autour de toi des gens du journalisme? Est-ce que tu es entouré de profils ou de modèles? J'ai un cousin qui est journaliste. Il me dit laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Pour ce qu'on nous dit. Encourageant, voilà. Et puis on me disait tu n'y arriveras pas. Je dis mais attends, tiens justement je vais essayer. Mais non, tout le monde me disait c'est absolument, c'est tout à fait ridicule. Enfin c'est hyper compliqué, c'est un univers où il faut s'accrocher. Tu commences par la pige, là. T'as un métier, t'as une carrière toute tracée, pourquoi changer? Et puis finalement, je reprends des études, moment extraordinaire, je me replonge dans les bouquins, et c'est ce qui m'avait manqué finalement, parce que j'avais eu le côté action, et il me manquait le côté peut-être réflexion, que j'avais pas encore pris le temps d'avoir cette réflexion, de ce travail. Et quand tu bosses en seconde, première, où tu bachotes, ça n'a rien à voir avec travailler pour quelque chose qui t'anime particulièrement, que tu as envie de faire. Et donc, tu relis l'histoire de France, tu relis les méthodes d'écriture, les plans pour faire un bon texte de manière tout à fait différente. Tu vois. Et avec mon âge, alors ce qui est aussi bien à l'armée, c'est que tu as des équivalences. Tu vois. Tu passes des diplômes en interne. Donc, tu as pu rester à l'armée, faire des équivalences depuis l'armée? Non, ce que j'avais obtenu, parce que tous les brevets tous les brevets que tu as, ou les diplômes que tu obtiens, finalement, ils ont une équivalence aussi dans le civil. Et cette équivalence me permet de me présenter à une formation au CFPJ, qui était rue du Louvre à l'époque, donc reconnue par la profession. Et donc c'est ce que je fais. J'arrive à trouver un média partenaire et je me retrouve avec des étudiants qui viennent de terminer leur master. Et donc voilà, à ce moment-là, ça commence. J'ai un profil atypique. Je suis le seul dans ma situation, bien évidemment, mais ça me passionne. Et tu as quelque part aussi une expérience du terrain que eux ont peut-être pas en tant qu'étudiants. La géopolitique, je l'ai vécue, si tu veux, sur le terrain comme un petit bonhomme. Mais c'est différent. Eux qui sortent des études et qui sont très scolaires, peut-être qu'ils n'ont pas aussi le parcours de vie que t'as toi. Exactement, ça change. Tu perçois les choses différemment, tu comprends peut-être plus vite lorsque tu as vécu des situations un peu délicates. Et en même temps, tu as ce handicap peut-être d'avoir des automatismes de réflexion un peu plus longs. Peut-être qu'il faut travailler davantage qu'un jeune étudiant qui a cette habitude, ces automatismes. Son cerveau est entraîné, muscle entraîné, donc il y va. Et même aujourd'hui, c'est comme ça dans ma carrière de journaliste. C'est-à-dire que je pense que j'ai besoin de travailler peut-être plus que mes confrères qui ont des bagages différents que les miens. Est-ce que tu n'as pas ce bouillonnement intérieur de te dire des fois, les gars, vous êtes à l'ouest, c'est pas ça la réalité Non, parce que chacun a sa réalité, parce que moi ça fait longtemps et je me nourris justement de ce que disent les uns ou les autres. Là, je te parle de la rédaction de CNews notamment. Mais au moment des études, quand toi tu as un peu cette maturité du terrain, est-ce que tu n'es pas confronté à des schémas un peu théoriques? T'as un décalage, c'est-à-dire que toi tu as été formé où ta sanction c'est la mort. Puisque c'est ça la guerre, rappelons-le, c'est pas beau. Sauver ou périr. Voilà. Où ta moindre boulette, c'est pas je vais avoir une mauvaise note, mais c'est peut-être que je vais pas marcher demain parce que j'ai fait une connerie sur le terrain. C'est ça en fait la réalité. Il faut toujours faire gaffe quand tu es sur une. Et donc ça te donne énormément de recul. Ça te donne énormément de recul sur. C'est que du bonheur en fait ce que tu fais après. Si tu veux. Ça paraît un peu plus léger. Tu sais que tu vas pas sauver des vies et c'est d'autant plus intéressant que tu vas te donner aussi à 100%. Mais parce que j'ai gardé beaucoup de ce que j'ai appris, c'était ma première expérience professionnelle, hyper formatrice. Est-ce que dans la vie civile, ça t'apporte ou pas? Moi, je pense que oui, mais non, ça a été une expérience formidable, fabuleuse. Mais c'est dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune homme, c'est très formateur. Et donc combien d'années d'études t'as dû faire pour arriver en réalité j'ai fait 2 ans, c'est-à-dire qu'avec mes équivalences, j'ai fait 2 ans d'école de journalisme et je suis sorti avec mon diplôme de journaliste
Et donc, j'étais sur les rangs, sur le marché, au même titre que mes petits camarades qui, eux, terminaient leur cursus universitaire et scolaire. Et comment ça a été vécu par ton père, ancien militaire, qui te voit quitter un peu les rangs de l'armée pour le journalisme? Ça a été vécu très bien. Alors là, il commençait à vieillir à ce moment-là. D'accord. Il commençait à vieillir. Donc, il avait toujours ce petit regard et sourire amusant. Mais il était heureux, et c'est au moment où aussi je rencontre ensuite ma femme, celle qui deviendra de ma femme. Donc tout ça, c'est hyper positif parce que ça déroule. Après quelques années de doute après la Côte d'Ivoire, il me voit heureux. Et puis, finalement, tu vois, il y a une similitude. Lui a fait la même chose. Il est parti à l'armée, il est revenu dans le civil. C'est dans un tout autre domaine. Il n'y a pas de hasard quelque part dans tout ça. Je sais pas comment ça s'explique, certainement par le mimétisme peut-être. Ouais, est-ce que en quittant les rangs de l'armée et ce dénouement un peu pas triste, mais bon voilà, c'est après une attaque, est-ce que tu as subi un peu ce qu'on dit les chocs post-traumatiques, ou est-ce que c'est des cauchemars ou des rappels, des flashs de... Je dirais pas choc post-traumatique, parce que je pense que ça serait un peu disproportionné par rapport à ce qu'ont vécu mes petits camarades, et notamment un de mes beaux-frères qui en Afghanistan est un solide militaire, un type vraiment, vraiment extraordinaire, et qui lui a vraiment pris une balle un 24 décembre en Afghanistan. Et dans un contexte hyper difficile. Quand tu vois ce qui s'était passé à Ouzbine avec ces parachutistes qui tombent dans une embuscade, je pense à leurs copains. C'est pas comparable. C'est pas comparable. En revanche, je peux pas dire que. En revanche, je n'ose imaginer effectivement eux psychologiquement quand un soldat revient d'une OPEX difficile, à quel point ça peut être difficile, parce que j'étais jeune et pour moi ça a été difficile ce retour. T'es parachuté dans un pays en guerre, une culture complètement différente. Il faut faire attention tout le temps. En fait, quand t'es jeune, c'est pas rien finalement. C'est pas rien. Alors après, ça, je te dis, ça s'est accentué. Donc c'est pas un syndrome post-traumatique, mais c'est une remise en question. Tu te poses beaucoup de questions. Ouais. Et la clé, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est le culte, le religieux, comment C'est intéressant ce que tu me dis, parce que moi, je suis issu d'une famille catholique, et comme beaucoup de familles à ce moment-là, puis j'ai un peu lâché, tu sais, j'ai un peu lâché tout ça. T'as grandi dans ça. J'ai grandi dans ça. Ensuite, quand à ma majorité, quand je pars sous les drapeaux, c'est une vie un peu aussi sportive, et puis d'un autre côté un peu rock'n'roll. On va pas se le cacher. Quand t'as 23, 24 ans, je disais tout à l'heure que ce côté raconter mes guerres accoudé au comptoir, oui, j'aimais bien le faire, donc j'aimais bien faire la fête. Et une fois revenu, oui, alors je me suis réfugié dans des églises. Pour ça que c'est intéressant ce que tu me dis. Et je me suis replongé dans mes racines. Je dis voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Parce que tu dis, est-ce que c'est pas un échec ? Quand tu as un chef qui est formidable, qui te pousse à continuer ta carrière, tu dis mais est-ce que je vais le décevoir ? Quand tu vois tes copains continuer, quand tu vois, j'ai des potes aujourd'hui au GIGN, j'ai des potes aujourd'hui qui ont choisi les voies des sections de recherche, donc qui sont des formidables enquêteurs. Quand tu vois des potes qui continuent, et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Chacun vit son truc différemment. Et donc oui, ça c'est revenu effectivement à ce moment-là. Et puis je rencontre aussi ma femme. Et il se trouve que ma femme, elle aussi, est catholique. Et pour elle, c'est important aussi. Pour les valeurs communes, en plus, et des valeurs communes, on se retrouve, on se comprend. Et voilà. Et c'est peut-être l'éducation aussi que tu donnes aujourd'hui à tes enfants. Complètement. Voilà, donc c'est un peu la transmission. C'est la transmission. Et mon fils, qui lui aussi veut être militaire. Et c'est marrant parce que je l'ai absolument parlé de rien. Ah oui. C'est-à-dire que c'est marrant parce que le week-end, de temps à autre, avec ses copains, il me voit sur CNews. Ah oui. Et ce dont il est plus fier, c'est ma carte du combattant. Ce dont il est plus fier, il raconte ça à ses copains. C'est pas papa sur CNews, mais c'est papa qui était militaire. C'est papa d'avant. Exactement. Et lui, c'est la marine nationale, il veut faire naval. Déjà, il est encore jeune. Quel âge il a 12 ans. Déjà, à 12 ans, il est encore jeune, mais là où je suis content, c'est que ça me permet d'évoquer ça avec lui et de dire, de parler de ce que c'est aussi l'engagement, pourquoi on protège son pays, mais ça peut être dangereux, et regarde ce qui se passe. Et en fait, son choix de vie, il me permet d'aborder énormément de choses avec lui, d'actualité. Alors avec des mots différents, on va pas le, oui, sûr. Tu vois, on va pas non plus
Mais voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, moi je veux aller libérer les otages, il m'a dit ça l'autre jour. Par exemple, c'est ça, c'est ma mission, elle va être là. Donc ça nous permet d'aborder des choses. Et comme tu dis, la transmission, mais c'est vachement importante. Et moi, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Maintenant que t'es papa. Ouais, je m'en rends compte, ouais. Il a connu son grand-père ou pas qui était passé Il a connu son grand-père. Il a connu son grand-père et il allait le voir et c'était et à la fin de sa vie, il commençait à avoir Alzheimer, donc voilà. Mais il allait le voir, il disait raconte-nous tes histoires. Donc il a pu bénéficier un peu de ces histoires. Notamment quelques anecdotes de la guerre d'Algérie qu'on connaissait par cœur, parce que nous on l'a entendu 500 fois. Mais pour eux, ils le regardaient. Et quand tu vois. Alors que la société est en train de te dire t'as Alzheimer, il va falloir machin, limite tu vaux plus rien. Mon fils le regardait, c'est le héros, le pilier, le roc, on est en Bretagne, le menhir, tu vois. Oui. Voilà. Donc on revient sur ton passage journaliste. Donc tu commences avec quel média? Alors ça c'est marrant parce qu'au début je me dis tiens, j'aimais bien le média de la radio. Et donc, je fais en sorte d'aller dans une radio. Et c'était Radio France Bleu, il y avait des possibilités. Sauf qu'au dernier moment, on me dit non mais en fait, vous êtes trop vieux. Vous êtes trop vieux pour ce programme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je rentrais pas dans les cases. Et donc, on me dit en revanche, télé, c'est possible. Et donc, je cherche des médias et je fais un premier média qui s'appelle KTO. Tout petit média. De la chaîne catholique, non? C'est ça, exactement. Okay. Voilà. Et donc, ils me disent, venez, petit. Et c'est là où je fais mes premières gammes. Donc, sur le terrain, dans un premier temps, la caméra, la réalisation de reportages et ensuite la présentation du journal. Et ça marche bien. Ils me proposent un CDI, mais j'ai envie de voir autre chose aussi. Je pars ensuite. Alors, je bosse pour différentes boîte de production. J'ai bossé pour Julien Courbet, notamment pendant une saison sur Sans aucun doute, son émission, lorsqu'elle était revenue sur TMC. J'ai réalisé des reportages pour une autre émission sur France 3 qui s'appelait Midi en France. Donc tout ça, ça m'a permis de voir la fabrication, de connaître encore mieux la télé. Tu produisais des formats. Je produisais des 4-5 minutes, voilà, je partais avec la caméra et tu faisais Donc ça, c'est très intéressant parce que quelqu'un comme Julien Courbet, c'était Laurent Boyer, ce sont des gens qui connaissent bien la télé, donc t'apprends énormément. Voilà, sur le... Laurent Boyer, Fréquence Star. Voilà, c'était ça. Mais il présentait Midi en France. Et donc, là, c'était pas réellement de l'actualité, c'était plus du divertissement. Néanmoins, dans la formation, dans la forme, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, donc, je reviens présenter une émission sur KTO. Et ensuite, une chaîne internationale russe se crée en France. On s'en souvient tous puisqu'elle a été fermée. Elle a été, voilà. Okay. Et donc, eux me contactent et je pars pour le lancement de cette chaîne en tant que présentateur. Et là, c'est pareil, ça m'apprend beaucoup. C'était de l'actu internationale. On connaît la suite. Ça nous pousse à l'invasion. Tu vas voir, c'est intéressant parce que ça rejoint. Dans quelle année on est L'invasion de Poutine, l'invasion de l'Ukraine. Du Donbass. C'était il y a 4 ans maintenant. Voilà. Donc l'invasion. Et à ce moment-là, on parlait du drapeau tout à l'heure. C'est pareil, j'avais ce job. Tout roulait. Je pouvais nourrir mes enfants, les loger bien. Sauf que là, je me dis, en fait, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Je sais pas quels sont les enjeux politiques. Je sais pas comment on va me regarder. Je m'en fiche, mais je me dis, en fait, je peux pas. Moi, je sais pas si notre président de la République prendra les bonnes décisions. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas mon pays. Je peux pas travailler sur, voilà, sans juger les uns ou les autres. Et je travaillais avec des Russes qui étaient formidables, absolument sympathiques. Mais je choisis le drapeau. Et donc, immédiatement après l'invasion russe, je dis à Ksenia Fedorova, donc, qui était la directrice, qui est vraiment une femme sympathique et qui comprend tout de suite. Et donc je me réfugie, c'est comme si tu te réfugies, tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, tu te poses pas 10 000 questions, tu sens c'est ton cœur qui parle et tu dis, et je te fais une confidence, Mickaël, j'en ai pleuré. Ah ouais. C'est-à-dire que je vais voir ma femme et mes enfants, je dis voilà, je les envoie, mais comment on va faire pour vivre ? Parce que si je pars à ce moment-là, c'est soit la démission, soit une rupture conventionnelle et tu perds beaucoup, voilà.
Et ma femme, formidable, parce que j'ai une épouse absolument formidable, qui me dit, écoute, on a commencé, on vous fait des nouilles, bon, on va recommencer, c'est pas grave, et tu vas repartir. Et donc elle a été formidable, donc elle a été dans mon sens, tu vois. Il y a quand même dans ta famille, dans ton éducation, ce que tu as trouvé avec le foyer que tu as construit, une notion d'espérance et de toujours garder quand même la foi. Tu rebondis. De dire. La vie est ainsi faite, t'as des hauts, t'as des bas. Et t'as combien d'enfants avec ton épouse? J'en ai deux enfants. Un gars, une fille. Ah voilà. T'as fait la bonne action, t'as rempli de la mission. Ouais, j'ai rempli la mission et un chien depuis quelques jours. Ah, en plus, une troisième bouche à nourrir. Voilà, j'ai craqué. Mais bon. C'est ça. Et voilà. Et donc à ce moment-là, l'inconnu. Et il se trouve que le directeur de CNews, là encore, alors c'est la deuxième vrai boss, chef. Et le premier, ça a été donc mon commandant d'unité. Et deuxième véritable rencontre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des patrons avec qui t'accrochent plus et qui te parlent. Et je prends contact avec Monsieur Nedjar et je lui raconte ce que je te raconte. Je dis voilà ce qui se passe. Est-ce que vous avez des besoins? Tu le connaissais pas? Non, je le connaissais pas. Tu l'as contacté comme ça? Je le contacte et très gentiment, il me reçoit. Il me répond et il me reçoit. Enfin, c'est hyper humain quand même. Non, mais total. Alors qu'aucune connexion, aucune. Rien du tout. Je lui demande, voilà, j'étais bien, mais le contexte géopolitique a fait évoluer les choses. Est-ce que je peux vous rencontrer? Peut-être qu'un jour ou l'autre, on va avoir des intérêts communs, qui sait. Il dit, pas de problème. Alors, j'ai rien pour vous, mais je vous rencontre. Et puis, donc, on se rencontre. Et puis, on discute 1 heure, on reste 1 heure. Et voilà, il m'explique comment ça marche, comment il fonctionne. Très sympa, enfin ça match. Et du coup, il me dit, bon, écoutez, vous réglez vos affaires administratives, et puis je vous recontacte. Et une fois qu'officiellement j'avais quitté, le premier jour où officiellement je quitte administrativement RT, je fais ma première pige sur CNews. Ils me font bosser, je fais mon premier JT, il est à 10h30 du matin. Et le lendemain, je fais ma première émission. Et ensuite, ils me proposent de bosser l'été. Et finalement, ça a été assez rapidement. Et alors qu'à cette époque, il faut savoir que tu bosses sur RT, Poutine envahit l'Ukraine. T'es blacklisté de tous les... Tu te dis, c'est mort, c'est fini. Parce qu'on va voir, t'as l'étiquette, et c'est pas forcément la personne, tu vois. Moi, il faut quand même rappeler aux gens que la vocation du travail, ta première vocation de travail, c'est de faire bouffer ta famille, et c'est de la nourrir. Là, il y a un moment, non, mais la réalité, elle est là. Est-ce que quelque part dans ton CV, c'est pas quelque part ta fidélité à ton identité, d'avoir travaillé sur KTO, d'avoir ton identité catholique assumée, qui quelque part, quand t'es devant un boss comme Serge Nadjar ou même n'importe quel patron, le mec il se dit ouais mais attends, ce mec là il est fidèle à son identité, il est loyal à ses valeurs, ça sera un bon élément. Je sais pas, je peux pas le dire. En tout cas, effectivement, t'as prononcé un mot très important et qu'il faut apprendre aussi, c'est la loyauté. C'est-à-dire que je pense que c'est là où ils sont retrouvés. Alors certains te diront mais c'est ce que j'ai appris en fait, et notamment dans mon premier métier, c'est-à-dire que tu fais confiance, on te dit d'aller là. Si toi parfois tu sais pas pourquoi, ton boss le sait. Et donc ça c'est l'armée qui te l'apprend. C'est l'armée qui te l'apprend. C'est pas les valeurs de tous les citoyens ou êtres humains. Pas du tout, mais c'est ce que j'ai appris. Et donc j'ai ça en moi, tu vois, et tu vas voir, et quand ça va, tu faut le dire, et quand ça va pas, et tu parles, et du respect aussi, du respect. Je veux dire, respect pour tous ceux qui montent, qui se dirigent, quelle que soit l'entreprise, que ce soit public, privé, du respect, parce que c'est difficile la gestion humaine. Rien au monde. Est-ce que tu as vu le regard changer quand tu fais ce premier JT et que quelque part, parce que la visibilité de CNews, première chaîne qui devient première chaîne d'info très rapidement, est-ce que tu sens le regard changer sur toi dans ton environnement proche ou auprès de ta famille ou même ton papa qui a vécu quand même ton passage à la télé? Alors, mon papa aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup Gilles-William Goldnadel et Julien Drey. Il ne manquait absolument aucun de ces rendez-vous qui était à l'époque le vendredi soir et qui est présenté par Elliott Deval maintenant le dimanche et que j'ai présenté à un moment, Julien Drey, Gilles-William Goldnadel. Et
il me regardait, mais ça coïncidait avec le moment où il commençait à être touché par la maladie d'Alzheimer. Et je me souviens très bien, je vais le voir en Bretagne, et je le vois avec son regard, à un moment, un peu un regard d'enfant, et il me demande comment vont Gilles William et Julien, parce qu'ils étaient rentrés dans rentrés dans son quotidien, c'était formidable, et il voulait il voulait connaître un petit peu les coulisses. Ouais, T'as pu l'amener en plateau ou c'était impossible de l'amener en plateau? Non, c'était pas possible. Et puis mais ça l'amusait. Il était là. Ouais. Et alors Gilles William et Julien Drey, ce sont devenus c'est très bons amis de fin de vie. Ah, si c'est je puis vrai. dire. Ouais. Ouais, c'est émouvant. Ouais. Et est-ce que quelque part d'avoir cette opportunité de parler à autant de monde d'un coup, est-ce que tu en as conscience que c'est quelque chose, toi, en tant que journaliste, où tu te rends compte que tu as, je sais pas moi, 300 000, 400 000, 500 000 téléspectateurs en face de toi, ou c'est pas quelque chose que tu conscientises et même tu te protèges et tu te dis bon bah Non, je le conscientise pas. C'est vrai qu'il y a une responsabilité. Et en même temps, non, moi, ce qui me passionne dans ce métier, je trouve ce métier absolument passionnant parce que ce sont les invités que tu as autour du plateau. C'est-à-dire que moi, j'apprends, je suis le premier téléspectateur. Et quand tu viens sur le plateau et quand tu parles, moi, j'apprends ce que je reçois comme le téléspectateur reçoit. Donc, je suis là pour dire, bah, tiens, peut-être que là, Mickaël, il a un truc à nous apporter. Peut-être que ici, Arnaud Klersfeld, il va nous éclairer sur tel ou tel truc. Le général Bertrand Cavalier, alors je me mets plus au garde à vous, mais pas loin. Peut-être là-dessus, il va nous apporter quelque chose. Donc moi, je suis le premier téléspectateur, et donc j'écoute et j'ai appris à écouter aussi. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que je pense que tu t'améliores, et puis ce qui est passionnant, c'est que c'est un métier où tu t'améliores de jour en jour. Tu t'améliores quand tu apprends à écouter. T'apprends à écouter le téléspectateur, les citoyens français, puis tu apprends à écouter les experts qui viennent autour de la table. Et puis il faut s'écouter aussi. C'est-à-dire qu'il y a des aberrations parfois, notamment, petite parenthèse, dans l'univers politique, tu as des déclarations, et tu te dis, mais c'est moi qui suis complètement déconnecté ou c'est moi qui suis débile? Et en fait, il faut s'écouter. Parce que si toi, tu as le sentiment de ne rien comprendre à ce qu'on vient de te raconter, ou ça te semble complètement hors sol, parce que toi, tu sais que quand t'emmènes tes enfants le matin à l'école, c'est complètement stupide, j'en sais rien, moi, de vouloir faire telle ou telle mesure, ben non. Et voilà. Et donc, il faut aussi s'écouter. Et c'est peut-être ça aussi le nouveau journalisme, c'est dire les choses débattre profondément, écouter et puis dire les choses, dire la réalité, tout ça. Et c'est ce que fait CNews, dire la réalité. Est-ce que quelque part avoir autant d'informations négatives à traiter, ça n'impacte pas ton fort intérieur et ta connexion et ton rôle de parent ou très intéressante question. Souvent je me la pose. Oui, tu peux avoir tu peux rentrer chez toi le soir et tu en as gros sur la patate. Ouais, ça arrive régulièrement. Quand tu vois ces jeunes gens qui pourraient avoir l'âge de ton fiston avec des couteaux plantés, quand tu vois les trafics de drogue, tu dis mais où on va? Quand tu vois bien tout ce qui se passe en France, on va pas... quand tu vois les divisions intercommunautaires, quand tu vois des Français obligés de fuir la France, ça te rend malade. Ça me rend malade. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en offrant souvent la parole sur CNews aux Français ou aux élus locaux ou à différents corps de la société, quelque part, tu n'arrives pas un petit peu à ton niveau à réparer ça? C'est-à-dire de casser un peu cette censure ou ce sentiment des Français de ne pas être représentés dans la parole publique, et que quand tu arrives à créer ces plateaux avec des gens quand même différents, parce qu'il y a quand même du débat. Il y a des gens qui viennent du corps militaire, des gens de la sécurité, des syndicalistes. Quelque part, tu touches un peu à la couche de la population. Exactement. En fait, le métier de journaliste, la base, c'est à la fois simple et difficile. C'est-à-dire, c'est raconter ce qui se passe, informer, aller dire, on vous dit ça, mais peut-être que la réalité, elle est là. Et quand, à la fois, tu vas sur le terrain avec une caméra, quand tu vas rencontrer des gens, et à la fois quand tu invites des experts, et le type, lui, non, moi j'étais encore hier avec un tel, ça se passe pas comme ça. La réalité, elle est là. Et alors, les gens qui sont concernés le savent, mais ceux qui sont moins concernés apprennent des choses et sont informés. Voilà, donc
Donc c'est à la fois, je le disais, à la fois quelque chose d'assez simple, mais en même temps assez difficile aujourd'hui, parce qu'il y a en plus à côté tous les réseaux sociaux, il y a tout, le métier a incontestablement énormément évolué, et peut-être qu'il évoluera encore, bien évidemment. Tu donnes énormément de ton temps, c'est quelque part des concessions familiales, parce que Moi je travaille le week-end, ouais. Tu travailles quand même, donc tu te prives les moments, on va dire, où tu pourrais avoir du temps en famille. Tu le passes quand même en rédaction, parce que les émissions, c'est du direct, certes, mais il y a quand même un temps de préparation. Ça se prépare, bien sûr. Voilà. Ouais. Est-ce que dans toutes ces concessions familiales, de privation, ou même tu as une épouse qui accepte aussi, parce que c'est un mariage, Ouais, donc, ouais. sans son autorisation, entre guillemets, et ce deal un peu de mariage, quels sont les avantages ou les petits bénéfices que tu arrives à... Quand même, dans tout ça. Alors, avantage, je peux aller chercher mes enfants à l'école. Ok. Parce que je travaille pas, il y a deux jours de la semaine où je travaille pas. Il y en a qui voient ça comme une punition, mais toi, c'est comme un. Ah ouais, non, c'est génial. Mais c'est génial parce que tu vois cette future jeunesse, ces gamins d'aujourd'hui. Moi, je les vois sortir de l'école, c'est génial. Donc, tu vois, je les emmène au sport. On se réserve toujours le mardi soir vraiment un dîner famille et mercredi une activité en famille. Ma femme a fait en sorte de pas travailler le mercredi. Donc comme ça nous permet vraiment d'avoir. On décale, mais c'est surtout difficile pour ma femme. Quand il y a une fête de l'école, par exemple, quand il y a tel ou tel événement, voilà, c'est jamais marrant d'être tout seul et voilà, mais elle est formidable. Si elle n'était pas là, si elle accepte, voilà, elle aurait pu te dire non, tu t'arrêtes, tu fais autre chose. Et on parlait de ton papa tout à l'heure, un peu la séquence émouvante, quand tu disais qu'il était un peu fan de J.W. Golnadel et de Julien Dray. Est-ce que des fois, le fait d'avoir ce fantasme de l'écran, du côté un peu, mon fils maintenant il côtoie des stars, est-ce que tu l'as... Est-ce qu'il y a eu des demandes un peu des fois loufoques de la famille, ou j'aimerais beaucoup que tu me présentes cette personne, ou même des fois des moments sympathiques, tu vois, de dédicaces ou de cet invité-là, vraiment j'aurais rêvé de le rencontrer un jour. Non, alors non, assez peu. Si ma mère me dit je suis fier, là, voilà, elle dit tu vois, alors il y a des petites anecdotes assez marrantes. Elle me dit oui, cette dame a dit que son fils avait fait ci. Alors moi je ne lui ai rien dit, mais j'aurais pu tout à fait dire, eh bien allume la télé, tu verras le mien. Mais voilà. Tu reçois un peu comme Cyril Hanouna, sa mère, elle lui envoie des fois des messages en plein direct. Ouais. Défonce-le. Ouais, où je reçois des petits cœurs, ce genre de choses, exactement. Ouais, des petits bisous, ou alors des passionnants. Le dernier, c'était concernant Arnaud Klarsfeld, qu'elle aime beaucoup. Voilà. Donc voilà. Donc c'était, c'est effectivement voilà ces petits messages-là, mais pas tellement pas tellement d'autres demandes un peu loufoques. Tu me parlais de ton papa donc qui avait atteint de la maladie d'Alzheimer. À quel moment t'as senti dans le poids de la maladie et toi t'as cette relation quelque part, parce que quand on a quelqu'un, tu es à l'écran, t'es toujours disponible pour tes spectateurs. Mais des fois on a une vie familiale où tu disais ton épouse, tes enfants, un papa qui est malade, donc t'es peut-être pas aidant, mais du moins à quel moment tu te dis... En fait, à partir du moment, on est en juillet, on est fin juin, à partir du moment où mon père est diagnostiqué malade de la maladie d'Alzheimer, en fait, ça va aller très vite. Parce que ce qui va se passer, c'est que... il n'avait plus le droit de prendre son vélo, puisque lui, sa passion, c'était de prendre son vélo, de se balader le long de la mer, mais comme il avait la maladie d'Alzheimer, le problème, c'est qu'il s'était perdu. Donc le médecin lui dit terminer le vélo, sauf que le principe de la maladie, c'est qu'il oublie. Donc il prend quand même son vélo. Ah oui. Et voilà. Wow. Et en fait, il chute, il se casse les hanches. Il va à l'hôpital. Il avait des bronches. Il avait une bronchite, bronche fragile. Et là, il attrape une infection qui finalement, il restera 2 mois à l'hôpital et il s'éteindra entouré de sa femme et de mes 3 sœurs. Et on a quand même vécu un dernier moment assez extraordinaire parce que ma mère m'appelle en me disant... Alors je suis assez étonné parce que je ne m'y attendais pas aussi vite. Je suis en plateau, je présente la matinale à ce moment-là. Et ma mère m'appelle et me dit « Il faut que tu viennes, ton père est en urgence vitale ». Bon, alors le temps de comprendre, voilà, je suis un peu sonné. Et je suis à ce moment-là avec Vincent Roy, qui est un écrivain journaliste qui intervient aussi régulièrement. Et puis on discute, on prend un petit café très gentiment, il me dit viens on va boire un café pour un peu me vider la tête.
Et mon père était un fan de Olivier de Kersauzon. Alors les jeunes le connaissent peut-être un peu moins. C'est un grand navigateur breton, écrivain, homme de télé aussi, RTL notamment, qui a fait plein d'émissions. Ça a été toute une époque. Thierry Le Luron, Carlos, ça c'était extraordinaire. Et je lui dis, écoute, mon père aime beaucoup Olivier de Kersauzon. Et là, il se trouve qu'ils se connaissent très bien. Il dit, bouge pas, je l'appelle. Il appelle Kersauzon. Kersauzon me dit, rappelle-moi. Je le rappelle. Et Kersauzon me dit, écoute, je lui demande, est-ce que mon père est en train de mourir ? Est-ce que vous pourriez lui faire un message ? Vous pourriez l'appeler ? Voilà, c'est la dernière chose sur Terre, finalement, que je pourrais lui offrir. Et comme il vous apprécie beaucoup, j'ai été bercé par vos régals, j'ai été bercé par vos ouvrages, j'ai été bercé par votre nom. Et puis, on a 2 noms assez proches. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Olivier. Hein, en plus ? Ouais, en hommage à Olivier de Kersauzon. Énorme. Voilà. Mon père voulait que je sois marin. Voilà. Et Kersauzon, mais d'une gentillesse incroyable, me dit pas de problème et il laisse un message. Au début, il devait l'appeler, il laisse un message. Donc, j'ai mon petit message adressé à mon père en lui disant ta vie est extraordinaire, mais tiens bon, tu vas. Voilà. Je rentre à l'hôpital, donc il était à Saint-Malo à ce moment-là, et puis je vois tous mes neveux et nièces sortir de la chambre de mon père, les yeux rougis. Donc, je me dis voilà, on y est. Je suis avec mes enfants, voilà, c'est une page qui se tourne hein, quand tu perds ton père, c'est une vraie étape dans la vie d'adulte. Tu sais que tu t'y attends, ça fait partie du cycle de la vie, mais c'est un moment et assez paradoxalement assez formateur aussi, et c'est une étape dans la vie. Et donc j'arrive, il ferme les yeux et je lui fais écouter le message d'Olivier de Kersauzon. Je lui parle, je lui dis voilà, papa, j'ai un message pour toi. Et là je vois mon père se redresser, sourire. Puis il me regarde, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et ça a remis une pièce dans la machine. C'est-à-dire que on était tous arrivés avec mes sœurs et mes neveux et nièces. On était tous venus parce qu'on s'attendait à ce que mon père meure. Et finalement, le fait de tous nous voir, ce petit message, pièce dans la machine. Et pendant 3 semaines, on est tous restés ensemble. Et il reprenait du poil de la bête. Et il reprenait du poil de la bête. Au bout de 3 jours, il sort de la zone rouge. Et on va le voir tous les jours. Et Kersauzon m'appelle, donne-lui du miel de Nouvelle-Zélande, comment va ton père, machin, tiens à propos, voilà. Et une vraie amitié se lie entre nous deux, extraordinaire. Et finalement, on passe des vacances de dingue. C'est con, hein, mais c'est très simple, mais on va à la plage, on va à l'hôpital, on revient chez nous, on se fait un gros barbecue, le lendemain, tiens, on va faire du bateau, mais d'abord, on repasse à l'hospital. C'était devenu finalement une petite séquence journalière. Et tu t'étais pas accordé ça en famille depuis des années ? Non. Et c'était c'était. Tu prends très peu de vacances. Ça fait longtemps, ouais. Et c'était une séquence. Nous, on est resté une dizaine de jours, mais c'était une séquence extraordinaire. Et je suis le dernier à partir avec mon fils. On revient, je reprends. On est aux alentours du 20 août. Et je suis le dernier à quitter la Bretagne avec mon fiston. Et je vais voir mon père et je lui dis on y va. On s'appelle. Mon fils lui dit ciao. Je pars et je ne sais pas qu'à ce moment-là je le reverrai plus. Mais on est tous les 3, si tu veux, cette espèce de descendance. Mon père, mon fils, moi au milieu, on est tous les 3. 3 générations. 3 générations, et puis je m'en vais. Et puis, c'est là encore sur le plateau de CNews que je reçois un texto de ma sœur qui est au chevet de mon père et qui me dit voilà, ton père est parti sereinement. Et voilà, et on est reparti en Bretagne. C'est bien évidemment très triste parce que c'est toujours douloureux, quel que soit l'âge de ton père, de perdre ton père. Et en même temps, ça a été cette rencontre avec Kersauzon que mon père aurait souhaité toute sa vie et qu'il a pu vivre à ce moment-là. Ça a été aussi un temps de transmission, de parler de la vie de mon grand-père, de tout se retrouver. Et puis, c'est dans la vie d'un homme, voilà, c'est maintenant, t'es tout seul, mon pote. Donc, c'est à toi de transmettre. T'as ton fils qui est là. Alors je lui parle à mon père de temps en temps. Et en plus, ton papa voulait que tu sois marin et ton fils veut rentrer à la marine. C'est dingue. C'est énorme. Je n'en ai jamais parlé de ça. En plus, il le découvrira peut-être. Il le découvrira. Mais voilà, il y a des... Et donc voilà, je parle à mon père souvent. Je lui dis... quand lui, il partait, il avait toujours le sourire. Il partait bosser à 6h. Il revenait à 21h. Ça bossait. Ça se plaignait pas. Cette génération, il se plaignait jamais. Et ça t'a forgé, ça t'a porté aussi. Ouais, et puis je lui dis, attends, là, tu sais, on en est tous là, parfois c'est difficile, c'est humain. Doute, bien sûr. Tu te lèves, t'as des moments de doute,
difficile d'aller bosser. Alors, Et toi, t'es dans la lumière en plus, donc t'as toujours été au top. il y a ça aussi. Alors, quand je lui dis, tiens, file-moi un petit coup de main. Toi qui étais un besogneux. Et puis je me dis, allez, je l'entends dire, allez, vas-y, va au front, travaille, ça va bien se passer, et t'inquiète pas, la vie est belle. Exactement, tirer le meilleur, le positif de tous les événements. On a une petite tradition dans le podcast, c'est si tu devais te parler à ton toi, à Olivier qui, après ses études, doit partir en OPEX, doit quitter la France, qu'est-ce que tu lui dirais ? Fais-toi confiance et avance. Et sur cette note optimiste et positive, voilà, on aura durant 1 heure un peu découvert qui était Olivier de Kerlbeck, un petit peu ton parcours. Merci Mickaël. C'est vraiment, j'ai passé un super moment. C'est pas évident de parler de soi. Je sais qu'en plus, voilà, tu préfères parler là. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, on a besoin aussi pour comprendre ces engagements. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager sous les drapeaux de la France ? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette continuité de devenir journaliste ? Et puis cette transmission, le lien du père, tu vois, de ce grand-père qui aurait voulu quelque part que tu sois marin et que c'est son petit-fils qui a peut-être rejoint la Marine nationale. Tu vois, c'est important. C'est de comprendre la chronologie, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et c'est tout l'objet et l'ADN de ce nouveau média. Et c'est vrai que dans une société qui se cherche, peut-être parfois revenir aux fondamentaux, c'est vrai. C'est un petit peu la conclusion que je me fais de notre échange, Mickaël. T'as bien raison. En tout cas, moi, c'était un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous. Génial, merci à toi. On attendait ce moment avec grande impatience. Et moi aussi. Et puis, à très bientôt sur Col Roulé. Et longue vie à Col Roulé. Merci, Mickaël. Merci, Olivier. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, X, Instagram, YouTube et Spotify. À très bientôt sur Col Roulé.